GPT, avec leur boucle d'interaction, ont créé des nouvelles façons et des nouveaux hacks et des nouvelles façons d'attaquer. Typiquement, notre ami ChatGPT, si tu lui dis qu'il s'est trompé et que tu veux plus qu'il te dise ça, qu'il dise autre chose, il va continuer à te dire autre chose. Cela ne vous a probablement pas échappé, l'intelligence artificielle est partout. Elle est présente dans nos téléphones, sur le web, dans nos voitures, dans ce que nous lisons, dans ce que nous voyons sur les réseaux sociaux et depuis quelques mois dans les outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, utilisés par plusieurs centaines de millions de personnes chaque jour. Selon le philosophe Stephen Hawking, l'intelligence artificielle sera soit le meilleur, soit le pire qui nous soit jamais arrivé. Veillons à ce qu'elle soit sûre, nous disait-il. Faut-il sécuriser l'IA ? Bonne question. Et de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de sécuriser l'intelligence artificielle ? C'est simplement s'assurer la garantie que les systèmes d'IA fonctionnent comme prévu, sans risque d'être compromis ? Ou est-ce beaucoup plus profond que cela ? Et quels sont les dangers potentiels d'une IA non sécurisée ? Cette sécurisation de l'IA pourrait-elle éviter de possibles désastres ? Quel serait l'impact de la sécurisation de l'IA sur notre quotidien ? Quelles implications sur nous tous ? Qu'en serait-il de nos données, de notre vie privée, de nos emplois ? Pour en savoir plus et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Nicolas Thomas, fondateur de InconLink, l'entreprise qui rend les traces numériques utiles à ceux qui les ont données en créant de la confiance. Bonjour Nicolas. Bonjour PPC. Joie de te retrouver ce matin. Première question, parce que ce sujet est passionnant. Quand on parle de sécuriser l'IA, en deux mots, on parle de quoi ? Une IA, c'est un système informatique. Donc, il y a toute la sécurité informatique habituelle, l'accès au système, le firmware, etc. Il y en a de partout. C'est des systèmes informatiques un peu complexes. Mais surtout, c'est un système apprenant. Et il apprend avec des données d'apprentissage. Et on peut aller mettre des choses exprès dans les données d'apprentissage qui font que l'IA fera pas ce que son concepteur avait prévu. Et c'est déjà pas simple pour le concepteur d'assurer que c'est prévu. Donc voilà pourquoi tout ça. Voilà pour tout ça. Alors, les grands enjeux, quand on parle justement de cette sécurisation, quels sont-ils ? Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, d'après toi ? Alors, il y a un enjeu ultra important pour moi, et qui est la création d'un groupe à l'ETSI. Donc l'ETSI, c'est un organisme de normes et de régulation des télécoms, etc. Et c'est de là que j'y ai beaucoup traîné mes guêtres, et dans d'autres organismes du même genre. Typiquement, à l'ETSI, il y avait déjà des groupes qui s'occupent des écoutes, ça s'appelle le Lawful Intercept. Donc, c'est très cadré, extrêmement cadré, très sécurisé dans tous les sens. Mais surtout, on s'est dit, sécuriser un système informatique, on voit bien que c'est pas simple. Un système extrêmement compliqué, c'est encore plus compliqué. Comment on sait que quand il se met à déconner, qu'il a été attaqué, quand tu es régulateur et que l'on se met à utiliser un système pour prendre des décisions, et comment on détecte, juste simplement comment on détecte qu'il est devenu fou, ou il respecte pas la loi, par exemple, et surtout on fait quoi ? Tu aimes bien on fait quoi ? Ça change quoi ? On fait quoi ? On peut lui couper le réseau. Et donc il pourra déconner tout seul dans son coin, mais bon, déjà il sera moins dangereux. Donc c'est pour ça que ce groupe a été créé. Donc couper le réseau, ça on sait faire, pas très compliqué. Par contre, détecter, il y a tout un pan de recherche et de connexion avec les universitaires qui est en devenir autour de ce problème-là. Ouais. Là, tu parlais de la méthode dure, hein, on coupe tout, voilà, on débranche la bête. Dans les autres méthodes, il y a ces signaux faibles justement parmi tous ces chercheurs que tu côtoies. Ils s'y prennent comment ? Est-ce qu'il y a déjà des techniques, des approches qui commencent à sortir du lot en se disant ouais, là il y a des moyens déjà de repérer les signaux faibles quand on sent que l'IA commence un peu à déconner, devenir folle ? Ça se passe comment ? On peut avoir de l'intuition, ce que l'IA n'a pas. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors,
pour ceux qui connaissent comment ça marche, hein, les IA, alors le machine learning, les réseaux de neurones, hein, faut se rappeler que le terme vient des années 50 et que on parle de système autonome depuis 1800. Ada Lovelace, ça doit être 1800 et des bananes, qui voulait lui faire faire de la musique. Tu vois, on était déjà dans l'IA générative en termes de concept. Euh, et, euh, et puis vous utilisez tous de l'IA bien avant Internet, les petits carrés sur les lettres. Moi, j'ai appris à l'école des télécoms. C'était une IA qui retrouvait le code postal, hein, sur les lettres. Alors c'était embryonnaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, hein, mais c'était déjà ça. Donc pour les techniciens, les gens moi j'ai appris l'IA à l'école il y a 25 ans. Donc pour nous, c'est un continuum. C'est une évolution. On a vu l'évolution des choses, des systèmes devenir de plus en plus complexes, avoir accès à de plus en plus de données, qui lui permet de toujours aller vers mieux. L'IA générative GPT, on voit qu'elle crée un choc côté copywriting, des gens sur le writing, la culture. Et c'est là où il y a aussi des peurs et des choses qui se créent, puisque tout d'un coup, on n'avait pas vu le truc venir, quoi. Et ça va très vite. Non, non, ça va très très vite. Ça paraît aller très vite, alors que pour moi, c'est juste un continuum. Ouais. Et ces systèmes-là, en fait, existent depuis longtemps. OpenAI, il les a ouverts au grand public d'un coup. Mais dans les grosses boîtes, les banques & ils utilisent des systèmes de gens depuis longtemps. Ouais, donc la transformation là qu'on voit, c'est effectivement c'est cette fait que cette IA générative était démocratisée et mise dans les mains du grand public, d'ailleurs sans crier forcément gare, sans donner les codes et les bonnes façons de fonctionner. Donc ça peut faire un peu peur à certains d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Dans les justement, on parlait de sécuriser l'IA, dans les dangers potentiels d'une IA non sécurisée, tu nous disais il peut y avoir des cyberattaques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme danger potentiel? Des dangers plus subtils dans ses réponses, et d'aller polluer ce qui est vraiment spécifique. Donc on va dire on connaît les problèmes informatiques. J'accède aux machines, j'ai mis un malware dans le firmware des GPU, etc. Il y a toutes ces façons-là de faire, qui sont assez habituelles, hein. On reste dans le 1-2. Sur la donnée d'apprentissage, puisque le machine learning, les principes, c'est que tu vas donner un paquet de données et les réponses à la machine, et l'algorithme s'auto-crée, quoi, quelque part. Il tourne tout seul. C'est des grands principes, c'est très très simplifié, très simplifié, mais c'est ça. Si là-dedans tu glisses quelques coquilles intéressantes, ça peut créer des choses. Euh, et les GPT, avec leur boucle d'interaction, ont créé des nouvelles façons et des nouveaux hacks et des nouvelles façons d'attaquer. Typiquement, notre ami ChatGPT, si tu lui dis qu'il s'est trompé et que tu veux plus qu'il te dise ça, qu'il dise autre chose, il va continuer à te dire autre chose. Donc, s'il y en a beaucoup qui le font, au bout d'un moment, il risque de prendre ça pour la bonne réponse. Ouais, d'accord. Donc s'auto-nourrir en fait de fake news, et ça pourrait être une véritable boucherie pour notre ami. Tiens, je prends la question de Hubert. Il voit une solution, lui dit en inscrivant l'intelligence artificielle dans une blockchain, on supprime beaucoup de problèmes de sécurité. Selon Hubert, tous les prompts et les réponses sont blockchainés. Qu'est-ce que tu penses des propos d'Hubert? Alors, je connais bien l'autre côté aussi, puisque je m'en sers pour mon travail. Je ne vois même pas comment on peut techniquement supporter une charge pareille. Les charges de données côté IA sont gigantesques. En plus, c'est pas forcément la façon dont fonctionne un modèle de machine learning. Donc souvent, on parle de modèle, les gens comprennent pas forcément exactement ce que c'est.
Un modèle, c'est une matrice statistique. C'est une matrice de pourcentage. D'accord. Ça va te donner, et c'est ça que tu utilises quand tu poses des questions à ChatGPT. C'est une matrice de pourcentage qui te sort la réponse. Alors la matrice, elle est gigantesque. Le machine learning est très bon sur là où on est très mauvais, c'est-à-dire la statistique et les choses en grand nombre. Et donc ce truc-là, il est créé en fait par les données d'apprentissage. Alors enregistrer le modèle ou les choses autour pour oui, pourquoi pas. Les données elles-mêmes, non. Les volumes sont gigantesques et donc je vois pas comment on peut techniquement tenir une chose pareille. Bon, ça sera un débat à voir avec Hubert aussi. Question de Jean-Emmanuel qui dit, tiens, est-ce qu'il existe une IA privacy, ouais, ou est-ce que c'est open bar? Euh, c'est une IA, c'est un outil. On en fait un peu ce qu'on veut. On peut se créer le sien. On peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Puisqu'on parle de sécurité, il y a un nouveau jouet qui est apparu pour les gens de la sécurité, qui a été nourri du dark web. Voilà. Je te laisse imaginer. C'est le côté obscur de l'IA. Le Dark Bert, il s'appelle d'ailleurs. Wow. Mais en fait, qui pourrait être très intéressant parce que les gens de la sécurité s'intéressent beaucoup à ce qui se passe sur le dark web, puisque du coup, on va savoir à l'avance ce qui va nous tomber dessus. Avoir une IA qui a été entraînée là-dessus pour pouvoir aller l'interroger sans aller se promener sur le dark web, et donc dark web, c'est les quartiers malfamés du web, hein. Donc Ouais. si tu vas t'y promener, t'imagines que On trouve de tout. t'imagines On ce qui peut trouve de t'arriver. tout, mon cher monsieur. Mais On y c'est trouve surtout de eux tout. vont te trouver parce que tu vas y aller. Donc si t'as pas envie d'aller te promener dans ces quartiers-là si t'es Ouais. pas un peu prêt à ça. Mm. Et surtout n'y allez pas tout seul sans préparation. Mm. Donc ça peut être intéressant. On peut aller du coup aller interroger qu'est-ce que font les ennemis sans qu'ils nous voient, quoi, sans avoir besoin de se mettre en danger. Donc ça peut être utilisé c'est un outil, voilà. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Par contre, un petit rebond sur la question, on voit aussi beaucoup d'open source autour de tout ça, notamment nos amis de Meta, Mhm. avec les Llama et compagnie. Mais très souvent, quasiment tous, les données d'apprentissage, elles restent privées à la propre entreprise qui les a poussées. Mm. Donc, on peut pas les auditer, on peut pas les vérifier, et on peut pas aller vers ce que les gens essayent de dire, de l'explicabilité, qui est tout un sujet en fait de ce groupe aussi. Mm. Parce que quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en fait, et que c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'explicabilité qu'on peut l'imaginer, quoi. On est souvent dans le yaka faucon, alors qu'en fait les systèmes, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour aller expliquer vraiment ce qu'ils font. Ouais, pas si simple à faire, mais bon, l'expéribilité, c'était aussi une raison et un fondamental de la data responsable, hein, et de l'IA responsable. Question de Vincent, dit, faudrait-il un agrément pour mettre une intelligence artificielle sur le marché? Il en faut pour les experts comptables, les avocats, les organismes de formation. Alors pourquoi pas pour les éditeurs d'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Pourquoi pas? Après, il y en aura qui le feront sans agrément. Ouais. Il y en a qui utilisent, personne s'est posé la question si ChatGPT avait un agrément ou s'il avait été vérifié par qui que ce soit, hein. On s'est tous jetés dessus, et il fait des trucs rigolos, et des trucs utiles. Moi, je m'en sers. Il écrit là où je suis mauvais, dans le copywriting de détail. Il dit beaucoup de conneries, voilà. Mais donc on est quand même, dans un mix dans un mix d'informatique on était habitué, on est plus habitué à ce que ce soit très binaire, évidemment, 0, 1, c'est vrai, etc., à quelque chose qui est beaucoup plus flou.
il va nous sortir des choses à moitié justes, à moitié fausses, avec des sources, on ne sait pas trop. Voilà, donc il faut aussi voir qu'on est passé sur des systèmes qui certes informatiques, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément cette propriété de vérité de 0-1. On a ChatGPT, il te fait un petit discours, il te fait 4-5 phrases, il y en a deux de justes, deux de vraies, quoi. deux de fausses. Bon. Lesquels? C'est la question, c'est souvent lesquels. Non, les data scientists disent qu'il y a à peu près 20% de bêtises dans ce qu'il dit, mais le sujet, c'est de savoir où ça se trouve. Autre question, puisqu'on parle de sécuriser l'IA. En quoi cette sécurisation de l'IA peut-elle influencer la confiance du public dans les technologies? T'imagines l'importance d'un ChatGPT aujourd'hui ou de nos amis Microsoft qui alimentent 75%, je sais pas le pourcentage exact, mais c'est très très important de toutes les entreprises et qui pourrait influencer l'ensemble des discours ou des visions des choses via l'outil. Voilà, c'est le danger n'est pas complètement hypothétique, hein. Il est souvent exagéré et pas forcément mis au bon endroit, mais il n'est pas hypothétique. C'est bien pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on ait des outils, des moyens le fameux kill switch en anglais, hein, le moyen d'arrêter le machin. Si il répond plus, si son créateur n'est plus friendly, qu'on puisse arrêter le truc, quoi. Le bouton rouge, tiens, Vincent va dans ton sens et dit oui, pour moi, un risque est celui de la désinformation. Infiltrer une IA pour insidieusement lui faire dire des choses différentes, presque invisibles, mais qui pourraient nous amener à croire des choses. Cet épisode du podcast est bientôt terminé. Nicolas, j'ai une question à te poser, un peu de projection dans le futur. Quels sont selon toi les futurs défis en matière de sécurité de l'intelligence artificielle? Si vous êtes dans la recherche, l'universitaire, ou vous utilisez même des IA vous-même, enfin vous créez des systèmes d'IA, il y a tout plein de choses à faire, hein, pour qu'on ait l'outillage, les méthodes, on en est même aux méthodes, pour détecter quand on n'a pas forcément accès. Déjà quand on a accès, c'est pas si simple, et quand on n'a pas forcément accès que l'IA fait pas ce qui est prévu, qu'elle déconne, qu'elle respecte pas la loi. On est allé direct sur le cas le plus grave, mais il y a plein de petites choses. Il y a moult exemples d'IA qui notamment sur la reconnaissance faciale, qui marchait pas. Enfin, c'est juste déjà ça, quoi. Elle marchait que sur les blancs Les billets, hein. de l'Est, parce que ça a été entraîné qu'avec ça, quoi. Donc il y a déjà, est-ce que ça marche, tu vois, avant que ça soit attaqué. Mais évidemment, c'est une cible. Et il y a Bloomberg qui a fait une IA pour aider les traders. T'imagines bien que si tu arrives à influer les cours, ça peut être intéressant. Donc là, tu as déjà Bloomberg qui va vouloir sécuriser son IA. Donc il y a tout ça. Après, dans les peurs, on a été beaucoup alimenté par la science-fiction, je te rappelais tout à l'heure que le terme a été inventé dans les années 50, et ils imaginaient arriver à la singularité avant les années 70. Tu vois où on en est. Donc là, la singularité, c'est quand le système t'échappe, hein, quand l'IA est tellement avancée qu'elle s'auto-alimente et que le système t'échappe complètement. Alors là-dessus, je connais aucun chercheur sérieux qui pense que ça va arriver même dans les 30 ans ou 40 ans qui viennent. Donc, calmez-vous. Et s'il y a de l'utilisation de systèmes informatiques pour prendre des décisions, donc c'est important qu'ils soient pris correctement, etc. Et
et juste de l'interdiction brute de fonderie me paraît un peu ridicule. À part un truc, les détecteurs de ChatGPT qui s'utilisent pour les gamins dans les écoles, etc. C'est une IA aussi, hein. C'est comme ça c'est ce qu'on appelle les adversarial networks, c'est-à-dire qu'on met deux IA l'une en face de l'autre et puis elles s'échangent jusqu'à ce qu'elles s'alignent un peu. Le jeu du chat et de la souris, en C'est fait. ça. Voilà. Mais C'est Mickey Mouse. Ouais. moi, si j'interdirais qu'on sanctionne quelqu'un uniquement sur la base d'un outil qui doit avoir 60% de réussite. Voilà. C'est plus ça que je regarderais. Donc vraiment, une IA, on n'est pas du tout dans le binaire. Je pense que c'est vraiment ça le message qui est important de faire passer. C'est un outil statistique. Donc, des fois, c'est pour ça que des fois ça nous paraît un peu magique parce que nous on est très mauvais en statistique et en proba. Donc quand tu mixes les deux, une intuition et une statistique intéressante, t'imagines que tu vas obtenir mais c'est le duo qui est intéressant, tu vois. L'IA plus l'humain. Et là on a quelque chose qui est utile et on n'est pas que dans la peur et que dans les scénarios catastrophes et la dystopie. Bon, tu viens de nous faire vraiment voilà, tu viens de nous donner quand même des bonnes choses, donc c'est très positif. Grand merci à toi. On te réinvitera parce que le sujet est passionnant et c'est pas fini, on en est qu'au début, je pense. Tu nous as donné pas mal de visions et d'encouragement. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, fais-toi plaisir. Oui, fais-toi plaisir.